Ah, ils ont mis de l'alcool sur la route ou quoi? J'avance pas aujourd'hui. De l'alcool sous les pneus? Ah non, je vois pas de quoi tu parles. Ouais, c'est ça, t'as raison, profite pendant que tu peux, va. Je suis sûr que tu as toi aussi déjà constaté que tous les vélos ne se valent pas exactement en termes d'efficacité au pédalage. Certains semblent partir quasiment tout seuls alors que pour d'autres il faut insister beaucoup plus lourdement sur les pédales. Personnellement, je me fais cette remarque à chaque fois que je passe de mon vélo de gravel à mon VTT ou vice versa, le changement est massif. Alors aujourd'hui, j'ai eu envie de sortir ma blouse de scientifique pour essayer de voir quelle était la part de réalité et de fantasme dans tout ça. Popeye est-il réellement moins performant au pédalage que Rouge? De combien? Et pourquoi? C'est ce qu'on va tenter de déterminer aujourd'hui. En selle, c'est parti! Un VTT d'enduro et un gravel sont faits pour des usages totalement différents et on constate sans peine que cela a plein de conséquences sur ces vélos. Le poids d'une part bien sûr, mais aussi la position sur le vélo, la présence ou non d'amortisseurs mécaniques, des pneus évidemment radicalement différents, la possibilité ou non d'accrocher 1001 trucs sur le cadre, etc., etc. Alors on imagine bien que tout ça va jouer sur l'efficacité de ces vélos au pédalage, oui. Mais justement, dans quelle mesure, qu'est-ce qui joue réellement? C'est ce qu'on va essayer de déterminer aujourd'hui grâce à une expérience hautement scientifique et technique que je vais réaliser sur mes deux vélos. Ouais, on fait avec ce qu'on a. À savoir, Popeye, un Giant Train VTT d'enduro de 2020, cadre en aluminium, 160 mm d'amorti à l'avant et 146 à l'arrière, de grosses roues de 29 pouces bien cramponnées. Enfin bon, elle l'était il y a un petit moment. Qui se pilote évidemment avec l'équipement réglementaire du VTTiste pour un poids total de 77,9 kg. En face, nous avons Rouge, vélo de gravel, un Orco Search AR X1 de 2020 lui aussi, cadre en aluminium et fourche en carbone pour un maximum de rendement et d'efficacité, des petits pneus de 40 mm et qui se pilote naturellement lui aussi avec l'équipement non réglementaire du graveleux, pour un poids total de 71,6 kg. L'expérience consiste à faire la même boucle avec les deux vélos, environ 13 km pour 330 mètres de dénivelé positif dans l'arrière-pays montpelliérain, où je ne suis pas du tout actuellement, mais ça c'est une autre histoire. Alors j'ai imaginé un parcours qui offre une sélection de routes et de pistes, en montée comme en descente, quelque chose d'adapté bien aux deux vélos, plus ou moins. On verra que c'est pas toujours le cas. Je commencerai par le VTT pour être bien fraîche, puis j'enchaînerai avec le gravel après un petit temps de repos. Et pendant ces deux boucles, je vais mesurer tout ce que je peux. La durée, bien sûr, le cardio et même la puissance en watts, parce que, ouais, j'ai un capteur puissance et c'est vachement cool. Pour le cardio, j'utilise la méthode de Carvonen. Pour faire simple, pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, à 0%, on est au total repos, genre en train de mater Netflix, et à 100%, on est à un cheveu d'y baisser sa peau à fond, à fond, à fond. Dans cette échelle-là, je viserai un effort autour de 80% de mes capacités, comme une sortie normale, disons. Le but n'étant pas vraiment de savoir quel est le vélo qui gagnerait une course, mais de comparer les efficacités lors d'une sortie plus ou moins normale. Allez, c'est parti. On commence par le faux plat montant. Il y avait pas mal de vent, mais il était présent sur toute la journée, donc il pénalise à peu près les deux vélos pareils. Sans grande surprise, le gravel est à son aise ici et réagit au quart de tour de manivelle. La position plus couchée offre un avantage supplémentaire par rapport au VTT. Même sensation sur la montée par la route qui attaque sur quelques centaines de mètres avec une pente autour des 10% avant de se calmer. Je mets au crédit du VTT un ratio beaucoup plus choucroute que le gravel qui me permet de mouliner davantage et donc de rester dans un effort très raisonnable sur une pente de cette nature. A contrario, le gravel appelle à envoyer le bois et je dois souvent faire doublement attention à ne pas céder à cette tentation qui me cramerait bien rapidement. Arrive la montée sur la piste DFCI et on entre dans le vif du sujet direct avec de la caillasse dès les premiers mètres. Aucune difficulté pour le VTT évidemment, même si certains passages demandent de choisir sa trajectoire. C'est celle-là. Le gravel passe bien également, peut-être même mieux que ce que j'avais espéré.
à condition quand même de choisir en permanence ses trajectoires pour éviter que ce ne soit les cailloux qui décident à ma place. Oh, attention. Oh. Je zappe la descente, on en reparle après pour arriver sur la seconde remontée. C'est ce que je qualifierais de piste faite pour le gravel, compacte, bien roulante, mais avec certains passages bien raides quand même. Les deux vélos avalent globalement ça sans grande difficulté. Voilà qui termine les parties ascendantes du parcours. Alors, que disent les chiffres? En VTT, j'ai passé 33 minutes et 28 secondes à grimper avec une fréquence cardiaque moyenne à 80% et une puissance moyenne de 171 watts. Avec le gravel, j'ai mis 29 minutes et 8 secondes à grimper avec un cardio moyen à 78% et 177 watts. J'ai fourni un effort assez proche sur les deux vélos comme l'indiquent le cardio et la puissance qui globalement sont à 3% d'écart. C'est bien, mais ça ne nous apprend finalement pas grand chose puisque les temps sont tout de même très différents, ce qui rend la comparaison des valeurs brutes non pertinente. Alors on va plutôt raisonner en quantité d'énergie qu'il a fallu mettre pour grimper chaque boucle. Le VTT a consommé 95 Wh alors que le gravel n'en a consommé que 86 pour le même parcours. Oui, ce sont des Wh comme les VTT à eux. De l'énergie, ça reste de l'énergie, que ce soit Madame Lithium ou Monsieur Muscle qui l'a produit. On pourrait aussi raisonner en joules, mais c'est franchement moins parlant, alors on va garder les Wh. Là, on voit immédiatement que le gravel est plus économique que le VTT d'environ 11%. Essayons de détailler cela. Il faut se souvenir qu'en côte, l'énergie que l'on met dans le vélo sert à deux choses. Le faire avancer le long du sol d'une part, mais aussi et surtout lui faire gagner de l'altitude, c'est-à-dire lutter contre la gravité. Et cette seconde partie prend de plus en plus d'importance quand la pente devient raide. Dans notre cas, le gain en altitude est de 332 mètres. Alors on peut facilement calculer l'énergie nécessaire à me soulever moi et chacun des vélos de 332 mètres. On apprend ainsi que lors de la boucle VTT, 70 Wh auront été nécessaires à lutter contre la gravité alors que 65 sur le gravel auront suffi. Soit une différence d'environ 9% en faveur du gravel, cette différence étant exclusivement due à la différence de poids transporté. Inversement, on peut déduire que 25 Wh auront été nécessaires avec le VTT pour la partie roulage, alors que 21 Wh auront suffi pour le gravel, soit 18% d'écart en faveur du gravel. Ici, le poids intervient très peu, uniquement lors des accélérations et freinages, et la différence est alors due à l'aérodynamisme, aux pneus plus ou moins collants, à la rigidité du vélo, etc. etc. Mais je vous invite à prendre ces deux derniers ratios avec de grosses pincettes. Souvenons-nous que l'effort fourni, bien que proche, n'était pas exactement identique, il y a donc déjà une marge d'erreur à intégrer rien qu'à cause de cela. De plus, les deux quantités d'énergie valent uniquement pour cette expérience, donc moi et mes vélos, et je me garderai de conclure que le poids compte pour moitié moins que les caractéristiques des vélos. Je retiendrai plutôt que chacun d'eux compte dans des proportions non négligeables. On voit donc que le VTT est doublement pénalisé. D'une part, son poids supplémentaire demande un effort plus conséquent, surtout en côte, où la gravité joue en permanence contre lui. Sur le plat, à part pour lancer ou relancer la masse, cela ne fait pas de grande différence, même si relancer 25 kg ce n'est pas tout à fait pareil qu'en relancer 5, on est bien d'accord. D'autre part, le rendement du VTT est inférieur pour tout un tas de raisons que mon expérience ne peut analyser, mais on pourra évidemment citer l'aérodynamisme, surtout qu'il y avait pas mal de vent, les pneus plus ou moins collants, la présence de suspension mécanique, etc. Tout cela me semble parfaitement logique et cohérent avec ce pourquoi les deux vélos sont construits. Un VTT d'enduro, ça grimpe, bien sûr, mais c'est pour les descentes en roue libre, c'est-à-dire là où la gravité joue pour lui, qu'il est conçu. À l'opposé du gravel où l'on cherche du rendement et de l'efficacité, notamment en montée, héritage de ses ancêtres routiers. Jetons un petit coup d'œil aux descentes par curiosité. Le hors-d'œuvre se compose d'une piste DFCI, mais en version bien cabossée. Toutes les pistes ne se valent pas. Le gravel, ça va être compliqué là-dessus. Le VTT passe sans difficulté, mais ça secoue quand même et je reste prudente dans les virages serrés avec cette surface couverte de sable et de gravier qui a très envie de se sauver sous mes crampons. En gravel, j'avais éteint la GoPro, erreur de manipulation ou signe prémonitoire, va savoir. Ce que je peux te dire, c'est que c'était limite pour le grip, les gros graviers commençaient à dicter leur loi et moi j'étais plus en mode sécurité sur les freins, plus qu'à profiter du voyage. Cette piste débouche sur ce que je pensais d'après la carte être un sentier mais qui n'était qu'un lit de rivière asséchée, avec son lot de rochers, de marches et d'obstacles bien techniques entrecoupés de passages dans les galets. J'ai pu rouler sur certaines portions avec le VTT, mais avec le gravel, clairement, j'ai marché quasi tout le temps. Même porté d'ailleurs. Au crédit du gravel, il est moins lourd à porter. Bah, c'est pas la peine d'espérer rouler alors. On porte. Hike bike.
Arrive ensuite une descente par un sentier à flanc de falaise, mais pas excessivement raide. Par contre, il est couvert de beaucoup de caillasses roulantes. Le VTT passe par-dessus un peu comme si de rien, même si je reste quand même prudente pour ne pas voler par-dessus bord. Mais je me régale, là on est dans du vrai sentier de VTT, il faut choisir ses trajectoires et ses appuis sur les roches ancrées au sol pour ne faire qu'un gros pied de nez à toute cette caillasse roulante. En gravel par contre, j'ai sorti le mode survie. Les pneus de plus faible section se font brinque-baller partout par le terrain, les cailloux décident et moi je subis. Le chemin me semble beaucoup plus accidenté qu'avec le VTT, je n'avais d'ailleurs même pas vraiment remarqué qu'il y avait plein de petites marches naturelles, alors qu'avec le gravel, on les sent bien. Bref, je m'en doutais, jamais j'aurais pris ce sentier en temps normal avec ce vélo, mais qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour la science? Oh la vache, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. On se finit avec la section de faux plat montant du début, mais en sens inverse, un faux plat descendant. Ça roule bien évidemment, mais il faut pédaler pour entretenir la vitesse. Et j'arrive vite à la limite du développement du VTT, il n'est pas du tout fait pour ce type d'exercice. Le gravel, lui, se laisse plus volontiers accompagner et offre du coup le plaisir de la vitesse sur la route. Alors je ne vais même pas tenter d'analyser quoi que ce soit sur ces descentes, comme tu l'as vu, l'écart est bien trop important, ça n'aurait strictement aucun sens. Par contre, ce que l'on peut aisément voir, c'est que les vélos n'ont rien d'interchangeable en fonction des terrains que l'on pratique. À la montée, bien sûr, jusqu'à un certain point, les deux vélos grimpent, mais sur les descentes, la différence est juste énorme. Là où un sentier cabossé, voire le lit de rivière pour les Jedi est un terrain de jeu qui met le smile à VTT, c'est plutôt le mode survie en gravel et on se demande franchement bien des fois ce qu'on fout là. A contrario, sur les descentes roulantes, le gravel s'exprime littéralement à pleine vitesse, là où le VTT fait bien comprendre que s'il ne refuse évidemment pas d'y rouler, c'est quand même d'un ennui quasi mortel. Ce parcours illustre finalement plutôt bien les points où les deux vélos sont interchangeables, mais peut-être encore plus ce qui les distingue. Du fun, du plaisir et de l'adrénaline, on peut en avoir avec le gravel, tout comme avec le VTT, mais simplement pas sur les mêmes terrains. Et c'est bien pour ça qu'il existe différents types de vélos. D'abord, bravo et merci si tu es resté jusqu'ici, tu es un véritable passionné. Alors cette expérience nous aura permis de voir qu'un VTT, d'enduro en l'occurrence, a mécaniquement un moins bon rendement qu'un vélo de gravel. En partie grâce, plutôt à cause de son poids, et en partie à cause de sa géométrie, ses composants, bref, sa nature même de VTT d'enduro. Et cela confirme donc quelque part l'intuition que j'avais dès le départ, que oui, le VTT gaspille, avec des guillemets, de l'énergie par rapport à un gravel pour ces mêmes raisons. Mais cela nous indique également que gagner du poids sur le vélo, voire le pilote, peut améliorer grandement le rendement de n'importe quel type de vélo, à la montée, je précise. Pour autant, jamais un VTT ne grimpera aussi vite qu'un gravel, tant qu'on reste évidemment sur des territoires communs, comme on l'a vu, parce que sinon, ça change tout. Mais tout ça a une limite, comme on l'a vu également, le facteur plaisir. Tout n'est pas qu'affaire de rendement et d'efficacité, sauf en course à la rigueur. Certains mettront le confort et les capacités de franchissement bien plus haut que d'autres, tant pis pour le poids supérieur et donc le rendement un petit peu inférieur. Alors que d'autres préféreront l'inverse. À chacun sa recette. Et c'est ça aussi qui rend la pratique du cyclisme intéressante et unique pour chacun. Allez, c'est tout pour moi aujourd'hui, j'espère que cette vidéo t'aura appris un truc ou deux, ou à défaut t'aura fait passer un bon moment en ma compagnie. N'hésite pas à continuer le débat dans les commentaires sous la vidéo, ils sont là pour ça, en mettant le petit pouce en l'air évidemment, et l'abonnement si tout ça t'a intéressé pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Et moi je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. À ciao!